Bonjour, nous sommes le lundi 4 avril 2022 avec une météo qui semble mitigée. Bon, en tout cas, ces temps-ci, il a fait, bon, la température il a fait froid. Il a fait froid, mais bon, on avait euh, un soleil qui était présent. On avait un soleil de présent, mais il a fait froid. Donc, on était aux alentours de 6 degrés, voire 7 degrés, parfois même à 4 degrés. Ça dépendait voilà, du cours de la journée. Je vais vous présenter ici un énoncé que voici. On a les charges électriques A et B sont distantes de 10 centimètres. On est dans le vide, bien sûr. On aurait pu mettre un autre milieu, mais ici c'est le vide. Euh, donc on est dans le vide. Euh, enfin, du moins, les charges sont situées dans un milieu qu'est le vide. Voilà, si on veut s'exprimer correctement, c'est comme ça qu'on s'exprime. Parce que c'est pas moi qui suis dans le vide, hein. On dit pas on est dans le vide. Bon, on est dans le vide, ça veut rien dire. Voilà, c'est indéterminé. On utilise un on, mais on sait bien que ce sont les charges qui sont dans un environnement, on va dire, du plan ici, parce que c'est un plan, hein. On a un plan ici, on a affaire à un plan. On a deux charges dans un plan qui sont distantes toutes les deux de 10 centimètres. Entre elles, il y a une distance de 10 centimètres, et dont l'une porte une charge de 2 microcoulombs et l'autre 4 microcoulombs. Donc il y en a une qui est deux fois plus grande que l'autre. On demande quelle est la force qui est exercée sur de A, la force qu'exerce quelle est la force que A exerce sur B, hein, la force euh, que A exerce sur B, et quelle est la force que B exerce sur A. Et ensuite, on demande quel est le champ créé en B par la charge A, et bien sûr, vous aurez compris quel est le champ créé en A par la charge B. En fait, il ne s'agit rien d'autre ici, bon, d'un phénomène qui est euh, la présence de charge qui va induire euh, un phénomène électrostatique avec des forces électrostatiques, puisqu'ici on a deux charges en présence, donc elles vont interagir. Les deux charges vont interagir. Alors, je vais je vais vous dire entre parenthèses que ça c'est l'exercice le plus simple qui puisse apparaître. Parce qu'en géométrie, on a que deux charges tout d'abord, et on est en forme de ligne. Donc quand on a deux charges euh, de présentes, ben, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'angle qui intervient. On n'a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle qui va intervenir. Donc imaginez-vous, si vous avez plusieurs charges, ben, il faut étudier toutes les interactions de charges. Alors, s'il y a plusieurs charges, ça devient, plus il y a de charges, plus ça devient compliqué. Plus il y a de charges, parce qu'il faut calculer, bon, supposons que j'ai une charge ici, Q1, Q2. Bon, quand il n'y a que deux charges, c'est aussi simple que ça. On a une ligne d'action qui va se retrouver, euh, qui va être située sur la jonction de la situation des deux charges, Q1, Q2. Bon, il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, vous savez, il y a une troisième charge, et je dirais même une quatrième charge. Et là, ça dépend comment elles sont situées, ces charges-là. Voilà, si elles sont un petit peu disposées un peu n'importe comment, ben là, on aura l'interaction Q1, Q3, l'interaction Q3, enfin ici c'est Q2, Q3, ici c'est Q4. Donc j'aurai, si je prends Q3, ben, il a une interaction avec Q1. Il aura une interaction avec Q2. Voilà. Il y en aura une interaction avec Q3. Alors Q1 aura une interaction avec Q3. Q1 aura une interaction avec Q4. Et Q1 avec Q2. Voilà. Ensuite Q2 avec Q1, Q1 avec Q3 et Q1 avec Q4. Bon, je vous rappelle que Q4 c'est celui-ci. Je ne l'ai pas changé. Bon, ce qui en fait quand même quelques forces, hein. Ce qui en fait quelques forces. Vous aurez, bon, ça dépend si les forces sont répulsives. Supposons qu'elles sont Q1, Q2 soient répulsifs entre eux, on aura ceci. Si maintenant Q1, Q3 est attractif, on aura ceci. Si Q1, Q4 est répulsif, vous aurez ceci. Et donc, il faudra faire en sorte de combiner ici en ce point. Bon, il y a le point par exemple A, B.
Si j'étudie le système en B, ben, il faut combiner 3 forces. Et puis là-bas en A, il y aura 3 forces. En Q4, il y aura 3 forces. Parce que comme il y a 4 charges, les 4 charges interagissent. Chaque 4 charges interagissent avec 3 charges. Donc c'est normal qu'on ait 3 forces. 3 forces. Donc en chacun des points A, B, C et D, on aura à chaque fois 4 forces. Ce qui veut dire que vous aurez étudié 3 forces, mais il y a 4 charges. Ce qui veut dire que on aura l'étude de 12 forces. Il y a 12 forces. 4 en B, 4... je m'excuse, je me suis trompé. 3 forces en B, 3 forces en A, 3 forces en C et 3 forces en D. Donc on va se retrouver avec 12 forces. Donc il faut faire l'étude de 12 forces. 12 forces. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué ici, c'est quoi? C'est pas les forces qui sont compliquées, mais c'est la gestion des angles. Voilà, dès le moment où vous allez placer un système d'axes, ben, il faut faire les projections. Ben, ici, comme on est dans le plan, on aura l'axe XY. Et toutes ces projections-là, il faudra les projeter sur XY. Donc ce qui va induire des angles. Voilà, donc là on aura une projection, des projections, voilà, et ces projections-là, c'est la gestion des angles qui est voilà, le plus compliqué. Le plus compliqué ici, c'est la gestion des angles, c'est de s'y retrouver et de savoir, bien sûr, les angles, ce sera des sinus et des cosinus, hein. On aura des sinus et des cosinus, et c'est ça qui va être le plus compliqué, parce que on aura des forces de Coulomb, parce que ce sont des charges ponctuelles, donc il suffit d'appliquer une formule, mais le plus compliqué n'est pas là. Le plus compliqué, c'est la projection de toutes ces forces sur un axe. Voilà, donc ça, c'est un travail quand même assez lourd. Alors, ici, on n'a pas cette complication, hein. Vous aurez compris qu'on n'a pas cette complication ici, dans cet énoncé. D'ailleurs, je vais rappliquer l'énoncé ici. C'est un énoncé où on n'a que 2 forces. Donc, c'est ce que Coulomb a fait comme expérience avec, dans son laboratoire. Il était, bon, il était outillé pour le faire, donc il n'y a pas de problème. Contrairement au siècle passé, eh bien, dans le siècle passé, bien sûr, de l'expérience de Coulomb, le matériel n'y était pas. Donc c'est normal que... Bon, je vous rappelle que Coulomb, c'est celui qui a inventé le fil de torsion. Hein. Qui dit fil de torsion, dit pouvoir voir les déviations d'un pendule, mesurer les déviations d'un pendule. Et donc, s'il y a des forces de Coulomb, ben, on sait, par rapport aux déviations et au poids, si le poids est un invariant, ben, via la déviation, trouver la force électrostatique. Hein. Donc, vous voyez que il a été aidé de ce côté-là. Donc, je vous rappelle l'expérience de Coulomb. Euh, bon, il place voilà, deux, comment on appelle ça, deux charges qui sont rapprochées l'une de l'autre. Voilà, suspendu, il peut mettre une potence, il n'y a pas de problème. Hein. Il aurait pu mettre une potence comme ceci et une potence comme ceci. Voilà. On peut faire ça aussi. Voilà, vous mettez une potence comme ça, une potence comme ça. Bien sûr, vous mettez des éléments préalablement chargés ici. Hein, voilà, soit du plus chargé, par exemple celui-ci positivement, une boule de sureau chargée positivement. Voilà, une boule de sureau chargée négativement. Et là, on verra qu'il y aura attraction. Attraction. Et donc, il sait mesurer les déviations. Hein. Et donc, il sait mesurer les forces électrostatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, si ça se répulse, ben, les boules vont être comme ceci. Après une répulsion. Mais si ça s'attire, c'est comme si ça veut dire qu'il y a deux types d'électricité. Une qui est positive, une qui est négative. Et quand on a deux charges de même signe, ça se repousse. Deux charges de signe contraire, ça s'attire. Et comment avoir ce type de charge? Ben, c'est en frottant. En frottant, soit avec de l'ébonite, on peut avoir du moins, soit avec du verre, on frotte avec du drap, on peut avoir du plus, etc. Ça, j'ai déjà expliqué tout ça sur une boule de sureau. Donc on peut avoir des attractions, des répulsions. Et donc, que fait Coulomb? Ben, Coulomb, ben, il va mesurer la force qui est proportionnelle. Bon, s'il change les charges, si je change la charge de gauche, ben, la force augmente. Si j'augmente la charge de gauche en charge, ben, on remarquera que la charge augmente. Donc ça veut dire qu'elle est proportionnelle à la charge de gauche.
que je vais appeler charge de gauche. Voilà, maintenant, si je change la valeur de la charge de droite, ben, la force change, elle est directement proportionnelle à la charge de droite. Donc, on a QG, QD. Et alors, on remarque que si il change la distance ici, ben, ça dépend du carré de la distance, R carré. Et bien sûr, ça ne dépend que du système d'unité. Et vous aurez compris que dans le vide, si l'expérience est faite dans le vide ou dans l'air sec, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q sur R carré. Et voilà, et on sait via le système d'unité trouver que 1 sur 4 pi epsilon 0, suivant le système d'unité, ici, on aura 10 exposants 9. 9 fois 10 exposant 9. Voilà, et ça c'est la force de Coulomb. Voilà, c'est trouvé par l'expérience de Coulomb. C'est lui qui a fait cette expérience-là, il était équipé pour le faire et pour entrevoir tout ce qui est via le fil de torsion et toutes les mesures de masse, ben, il pouvait voilà, faire une expérience de ce type. Alors, ceci étant fait, ben, on va calculer. Donc ici, il n'y a rien de compliqué, parce que justement, tout est en ligne, hein. On n'a que deux charges, on n'a que deux charges. Alors quand on a plusieurs charges, bien sûr, il faut faire plusieurs calculs de plusieurs forces, somme de forces. Hein. Voilà, c'est une somme de forces. Maintenant, bien sûr, quand on a une force électrostatique et une charge et une force électrostatique, on a un champ. Quand on a une force électrostatique en un point, attention que le champ c'est en un point, hein, c'est une relation locale. C'est une relation locale. J'ai expliqué tout ça, allez voir les vidéos. Ça a été bien expliqué dans une vidéo qui a été faite rien que pour ça, pour vous montrer que le champ est un point de vue local et pas à distance. Parce qu'on justement, on a, on a fait une dichotomie du problème et on a pris un système de telle manière à isoler et ne plus faire apparaître cette notion de, voilà, si vous écrivez euh, F égale K grand Q fois petit q sur R carré, vous aurez compris que grand Q et petit q sont distantes, distance R. Voilà. Alors pour ne plus avoir cette notion de distance, d'action à distance, eh bien, je vais diviser ici par, je vais chercher le champ au point M. Donc il suffit de faire F divisé par Q, et là, vous avez le champ. Voilà, là, vous faites, voilà, vous splittez le problème, vous faites une dichotomie, de telle manière à voir que ce qui s'y passe au point M. Donc on a un point de vue local. Voilà, l'action à distance n'est plus pris en compte parce qu'on ne regarde plus ceci. Ceci, on ne le regarde plus. Donc on s'en fout de la grande charge grand Q. Ouais. Donc ça, grand Q, bien sûr, c'est la charge source, et petit q, c'est la charge témoin. Voilà. Donc on va travailler au niveau de la charge témoin. Donc on isole le système, et le système est ceci. Et il existe, je veux dire, en M, un champ électrique E, qui est égal à F sur Q. Voilà. Et donc on fait abstraction. Bien sûr, ce sont des forces, enfin, ce sont des vecteurs. Hein. Tout est relié à un repère. Voilà, tout est relié à un repère, et donc on peut projeter toutes ces forces dans un repère. Et donc le champ, c'est quoi? C'est la force par unité de surface, bien sûr localisée en ce point. Parce que c'est voilà, un point de vue local. Un point de vue local. On n'a plus un point de vue à distance, puisqu'on ne s'occupe plus de Q, et on s'en fout de la distance. Peu importe si on ne la connaît pas, la distance, on s'en fout, parce que on regarde le point de vue local. Donc le champ, ben, c'est la force qui existe en un point, parce que c'est un point de vue local, c'est la force qui existe par unité de charge, en un point. C'est la force qui existe par unité de charge en un point. Bon. Alors ici, je viens de vous dire que le problème, il est assez simple. Pourquoi? Parce que justement, on n'a que deux charges. On n'a que deux charges. Et ces deux charges, bon, tout d'abord, elles sont tous les deux positives. Donc ça veut dire qu'ici, elles sont de même signe. Si elles sont de même signe, elles vont se répulser. Elles sont distantes de 10 cm. Et donc on a la loi de l'action et de la réaction. C'est la loi de Newton, hein, loi de l'action et de la réaction. Alors donc ici, se mélangent les lois de Coulomb et les lois de Newton. Loi de Coulomb parce que ça va induire une force électrostatique.
on aura la loi de Coulomb et la loi de Newton. Alors, à quel point de vue loi de Newton? Bon, déjà, la loi de Coulomb ressemble presque à la loi de Newton, hein. Quand on regarde bien, c'est presque la même chose au niveau de l'écriture. Une force, voilà, une force de gravitation, F est égale à une constante, la constante de Cavendish fois M1 fois voilà, l'interaction des deux masses sur la distance qui relie les deux masses. Le carré de la distance qui relie les deux masses. Bon, et ça, c'est la force de Newton. Et force de Coulomb, c'est un peu la même chose. C'est K fois la charge Q1 fois la charge Q2 divisé par le carré de la distance. Vous voyez que c'est presque la même écriture. Alors quand je dis une loi de Newton ici, oui, c'est vrai que les charges, elles sont petites, hein, bon, elles sont petites. Je devrais calculer, voilà, leur effet au niveau des masses. Mais ici, bon, c'est un point de vue purement électrostatique, hein. Parce que normalement, une force reste une force. Quand vous mangez, voilà, de la confiture contenant du sucre, vous mangez, vous buvez un sirop derrière, et ensuite vous mangez un fruit, mais le sucre, les quantités de sucre s'additionnent. Les quantités de sucre s'additionnent. Donc vous aurez avoir une quantité de sucre qui va correspondre à la confiture que vous avez mangée, à la tartine que vous avez mangée, parce que la tartine contient de la confiture que vous avez mangée, le sirop que vous avez bu et le fruit que vous avez mangé. Tout ça, vous allez additionner les quantités de sucre pour avoir la quantité totale de sucre. Ici, c'est pareil. Logiquement, on devrait faire, voilà, pour analyser les forces, ben, il existe des forces de Coulomb et des forces de Newton ici. Voilà, parce qu'il y a des masses. Mais si on devait faire les calculs des masses, bon, c'est des petites masses, hein. Les charges ici sont tellement petites. Voilà, c'est tellement petit, mais ici on prend que le point de vue des forces électrostatiques. Alors, le seul point de vue de Newton qui va intervenir ici, c'est la loi de l'action et de la réaction, tout simplement. Donc, c'est du Newton, mais pas en calculant les masses, les forces dues aux masses. Donc, on ne calcule pas les poids ici, c'est ça que je veux dire. On ne calcule pas les poids. Voilà, donc ici, on va s'intéresser tout simplement aux forces électrostatiques. Donc, mais en faisant interagir, bien sûr, une des lois de Newton qui est la loi de l'action égale l'action égale la réaction. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai deux charges et elles sont séparées de 10 cm. C'est ce que je vais faire. Je mets une première charge qui va être située en 0, 0. Donc, je vais créer... Bon, ma charge ici, je vais mettre un petit cercle pour montrer que, voilà, on a affaire à une charge. Ça, c'est ma charge. Bon, les charges, c'est des charges ponctuelles, hein, c'est des points. Mais moi, je mets un petit cercle pour bien les faire apparaître où elles se trouvent. C'est juste pour avoir une vue voilà, plus grosse. Plus grosse. Parce qu'on sait bien que c'est des charges ponctuelles, c'est des points. C'est considéré comme des points, des charges ponctuelles. Mais ici, je mets un cercle. Alors, en B, il est situé à 10 cm. Alors, je rappelle que les unités dans la loi de Coulomb sont en mètres. Donc, ce qui veut dire que ici, déjà, la distance est de 10 cm, c'est 0,1 mètre. C'est un dixième de mètre. Un dixième de mètre, ça c'est 0,1 mètre. C'est 10 cm. Alors, si vous voulez faire un abac, vous mettez, voilà, on a les centimètres, décimètres, et puis vous mettez mètres. Donc, on a, voilà, 0,1 mètre. 10 cm, c'est 0,1 mètre. Alors, si vous prenez 1 mètre, bon, vous regardez 10 cm, c'est un dixième de fois 1 mètre. Regardez bien 1 mètre. Si vous prenez 10 cm dans ce mètre, quand je dis mètre, c'est l'instrument de mesure, hein. Vous prenez un instrument de mesure qui est le mètre, qu'on appelle le mètre, hein, voilà, et vous allez chercher 1 mètre sous cet outil qui est de mesure qui est le mètre, vous allez chercher 1 mètre. Et dans ce mètre-là, vous pouvez constater que 10 cm fait un dixième de fois 1 mètre. Donc, c'est assez simple de se dire que 1 mètre, c'est 0,1 mètre. Enfin, 1 mètre, 10 cm, c'est 0,1 mètre. Alors, là, je vais mettre ici l'unité. On a 10 cm égale 0,1 mètre. On va travailler dans le système, bien sûr, vous aurez compris, MKSA. Alors, mètre kilogramme second ampère. Bon, j'aurais dû mettre en majuscule, hein,
mètres, kilogrammes, seconde, ampère. Alors, allons je vais chercher la seconde charge que je vais mettre à 10. Alors, je vais reculer de 10 cm. Voilà, bien sûr au carré. C'est l'équation d'un cercle hein, que je suis en train de mettre tout simplement. Égale 0,4. Voilà. Là, ce sont les deux charges. Les deux charges sont présentes. Donc, vous pouvez les voir apparaître. Elles sont là. Bon, alors, on a l'interaction. Alors, je vais mettre les points. On a un point A. Je vais mettre le point A au centre du cercle qui est en 0, 0. Voilà, au centre de gravité du cercle, qui est le centre du cercle. Ensuite, centre de gravité de B qui se trouve en 10, 0. Vous voyez, le problème est assez simple parce que c'est un problème linéaire, il n'y a pas plusieurs charges. C'est assez simple, c'est le problème le plus simple qu'on peut avoir, c'est ça. Alors maintenant, je vais mettre les charges. La première fait 2 microcoulombs en A, et la seconde fait 4 microcoulombs, plus 4, plus 2 plus 4, plus 2 plus 4. Alors je vais les placer. Pour ça, je vais mettre du texte. Voilà, ici, je vais mettre plus 2 micro. Alors, micro C, c'est microcoulomb. Hein. Voilà. Alors, la seconde, ici, je vais mettre plus 4. Plus 4 micro coulomb. Alors, maintenant, on sait bien que c'est deux charges positives. Alors, deux charges qui sont de même signe se répulsent. Donc, on va avoir des forces. Quand vous avez deux charges, 2 plus vont donner des charges aussi bien en A qu'en B, ils vont se repousser. Donc, puis, si j'avais deux charges négatives, ça se répulse aussi. Donc, plus va se répulser. Si on avait une charge en A qui est négative et une charge en B qui est négative, c'est de répulsion comme ceci. Sinon, on aurait eu des attractions. Des attractions si on avait plus moins et moins plus. Voilà. Ça, c'est des attractions. C'est dans le cas où on a plus d'un côté et moins de l'autre. Plus en B, moins. Voilà. Et ou le contraire. Hein. Dans les deux cas de figure, là, va donner des attractions. Alors maintenant, le tout, ici, il faut comprendre que c'est une histoire de système. Quand ils vous disent, dans l'énoncé, quelle est la force que A exerce sur B? Quelle est la force que A exerce sur B? Alors, quelle est la force que A exerce sur B? Et là, vous aurez compris que le système, c'est B. Hein. Le système, vous devez prendre ça. Donc ça veut dire que c'est cette force-là. Ça, c'est la force exercée par A sur B. C'est la force de A sur B. Donc le système ici est B. Maintenant, si on vous dit quelle est la force de B sur A, là, ça veut dire que le système, c'est A. Ça veut dire que là, on a la force exercée par B sur A. Voilà. Et il en sera de même pour le champ. Là, on aura le champ exercé par A sur B. Et là, on aura le champ exercé par B sur A. Donc on aura un champ voilà, qu'il faudra calculer, qui sera comme ceci. Voilà, voilà le champ. On aura, là, on a la loi de l'action égale l'action égale la réaction. Hein. F de AB, F en valeur absolue bien sûr, F de AB est égal à F de A sur B est égal à F de B sur A. Parce que c'est deux forces opposées, hein, mais, voilà. Mais en valeur absolue, elles sont égales. Bon, tout comme les champs, hein. Ça va être la même chose pour les champs. Champ de A sur B, en valeur absolue, parce qu'en fait ils sont opposés, est égal au champ de B sur A.
Eh bien, bon, en module, elles sont les mêmes. Bien sûr, vous aurez compris qu'elles sont opposées. Donc attention, si je mets un axe, euh, si je mets un axe, si vous projetez sur un axe, attention, parce qu'elles sont opposées, hein. Vous devez prendre l'opposition. Il y en a une qui sera positive et l'autre qui sera négative. Mais si vous prenez en module, elles sont les mêmes. Voilà. Un module, c'est toujours c'est en valeur absolue. Donc en module, elles sont les mêmes. Donc elles auraient même... euh, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? On va le faire ici. Donc je vais mettre une force. La première force que je vais calculer la force de A sur B. Voilà, je vais mettre la force de A sur B. Alors la force de A sur B, comme on est dans le vide, on sait qu'on est dans le vide, ben, la force de Coulomb dans le vide, c'est F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors si vous n'êtes pas dans le vide, ça dépendra du milieu. Le milieu, il faudra calculer la permittivité, voilà, absolue. Voilà. Alors à ce moment-là, on n'a plus epsilon 0, mais on a epsilon A. Alors je rappelle qu'epsilon 0, il y a une unité. Hein. Voilà. C'est en farad par mètre. Farad par mètre. Il y a des autres unités, mais bon, c'est principalement celle-là. Alors, mais le epsilon r, il n'y a pas d'unité. Et le epsilon a va dépendre de l'unité de epsilon 0. Voilà. Parce que epsilon r n'a pas d'unité. Voilà. Alors, donc là, il aurait fallu mettre, s'il n'y avait pas eu de... si on n'était pas dans le vide, on était dans un autre milieu, mais le champ électrostatique va pénétrer d'une certaine façon qui n'est pas la même chose que dans le vide. Donc on a epsilon, qui est la permittivité absolue ici. Voilà. Mais ici, la permittivité absolue, c'est celle du vide. Enfin, ici, la permittivité est celle du vide. Donc, je mettrai epsilon 0. On n'est pas dans un autre milieu. Voilà, on a ceci. Alors, fois la charge Q1 fois la charge Q2 divisé par le carré de la distance. Donc, alors, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 exposant 9. La charge Q1, c'est 2. La charge Q2, c'est 4. La distance, ben, c'est 0,1 au carré. Bon, s'il y avait eu des cosinus ou sinus, c'est ici qu'il faut le mettre. Sinus de l'angle alpha. Bon, ici, comme tout est projeté de manière, on va dire, verticale, ce sont des forces parallèles à l'axe. Hein. Donc, voilà, le sinus, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de projection ici. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez mettre ça, c'est en norme, parce que si vous voulez en vecteur, voilà, vous devez faire fois U, enfin vecteur unitaire U. Et bien sûr, la norme du vecteur, elle est là. Hein. Ça, c'est la norme du vecteur. Faites 2 fois 4 sur 0,1. Attention que c'est des microcoulombs. C'est des microcoulombs, donc c'est pas forcément 2 fois 4. Bien sûr, il faut respecter les unités, parce que c'est des microcoulombs. Non. 2 fois 10, parce qu'on a 10 microcoulombs. Micro, c'est 10 moins 6. Et l'autre, c'est 4 microcoulombs. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites directement 10 moins 6 fois 10 moins 6, ça fait 10 moins 12. Ben, et 10 moins 12 et 10 moins 3, ben, il ne reste plus que 10 moins... Enfin, 10 exposant 9 fois 10 moins 6 fois 10 moins 6. 10 moins 6, 10 moins 6, ça fait 10 moins 12. 10 exposant 9 fois 10 moins 12, ça fait 10 moins 3. Il va rester plus que 10 moins 3. Donc vous faites 9 fois 2 fois 4. Le calcul va être simple. Parce que vous allez juste faire 9 fois 2 fois 4 fois 10 exposant moins 3. Voilà. Le tout divisé par le carré de la distance, qui est 0,1 au carré. Voilà, c'est 7,2. Alors ça, c'est quoi? C'est 7,2 newtons. Hein. Ce qui est calculé ici, c'est 7,2 newtons. Alors maintenant, je vais trouver une petite unité, parce que je dois représenter 7,2 newtons. Alors, je vais mettre... pour la représenter, je vais représenter, on va dire... bon,
Parce que le champ, le problème, je ne le connais pas. Peut-être que si je mets une unité ici, qu'après le champ, je voudrais bien mettre la même unité pour le champ que pour la force. Bon, s'il faut que j'adapte l'unité, je prends 1 cm égale 3 newtons. Donc ce qui veut dire qu'ici, si je calcule, on va prendre la calculatrice, je fais 7,2 divisé par 3, 2,4 cm. Donc je vais tracer un vecteur de 2,4 cm. Donc le B, ce qui fait 10 plus 2,4, ça fait 12,4. Donc je dois mettre un point en 12,4. Voilà. Créer un vecteur qui va aller de B à C. Voilà, j'ai mon vecteur. Alors de l'autre côté, on aura moins 7, donc on a d'un côté le premier vecteur, donc la force de A sur B est égale à 7,2 U. U. Bon, ça c'est l'échelle, hein, là. Mais la force de B sur A, si je fais le calcul, c'est la même chose. Hein. Vous allez avoir tout à fait le même calcul parce que vous allez vous retrouver avec 9 fois 10 exposant en 9. 9. Vous allez avoir, c'est toujours les mêmes charges. 2 fois 4. Alors on a chacun son temps microcoulomb, 10-6 fois 10-6. Et la distance est toujours de voilà, 0,1 au carré. Donc autant dire que c'est le même calcul, si ce n'est qu'ici on a un moins. Voilà. Vous calculez ça, vous allez avoir moins 7,2. Moins 7,2 newtons. Alors, fois U, ça veut dire que vous êtes dans le sens contraire de l'axe. Et donc, si je devais dessiner ça, je vais dessiner moins 2,4. Je vais dessiner un point en moins 2,4,0. Je mets le vecteur, AD, A virgule D. Ici, il veut pas, ouais. Je vais recommencer ça, j'étais un peu trop vite. Vecteur A virgule D. Voilà. Et là, vous avez voilà, les deux forces. Les deux forces. Alors maintenant, je vais calculer le champ électrostatique au point B et au point A. Ça va être la même chose. Hein. Voilà, je vais calculer le champ électrostatique voilà, de A sur B. Alors si je dis de A sur B, le B étant la charge témoin et A étant la charge source. Alors si je dis B sur A, le champ de B sur A, ben, le B étant la charge, donc ici ce sera A, ce sera la source, et B, la charge témoin, ou décès. Charge témoin ou décès, c'est le même. Hein. Alors ici B, c'est la charge source, et A, la charge témoin ou la charge décès. C'est l'action égale la réaction, encore une fois. Hein. C'est valable pour les forces et pour les champs. Le champ étant juste simplement une force par unité de surface. Voilà. Eh bien, on va calculer ça. Il faut diviser pour avoir. Donc ça, on a la force de A sur B, par exemple. La force de A sur B. Puisque l'autre, elle est négative par rapport à B, par rapport à l'axe. Elle est dans le sens opposé. Bon, maintenant, on va calculer par rapport au champ. Alors, je vous rappelle que le champ, je vous ai dit ce que c'était. Bon, on écrit
F est égal à K fois Q sur R carré. Donc F sur Q est égal à K fois grand Q, le tout sur R carré. Alors, bien sûr, ça c'est la norme du champ. Bien sûr, je peux calculer soit F sur Q, connaissant F, je connais F hein, en module, je divise par la distance, enfin, par la charge qui est en A, en B. Je vais calculer pour la droite, hein, côté droite, donc c'est le champ de A, le champ de A sur B. Et je vais calculer pour celui de 4 micros. Voilà. De A sur B. Alors là, je vais diviser par 4 fois 10 moins, je sais pas combien, moins 6. Voilà. Alors le K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, 9 fois 10 exponent 1, parce qu'on est dans le vide, fois la charge grand Q, c'est l'autre charge, c'est 2 fois 10 moins 6, le tout sur 0,1 carré. Alors, normalement, il faut calculer avec ça, parce qu'on fait abstraction, justement, on fait abstraction de la distance et de la charge source. Donc, c'est avec ça qu'on calcule. Hein. Bah, de toute façon, moi, je peux montrer que c'est la même chose. Généralement, on fait abstraction de ceci. C'est pour ça qu'on fait une dichotomie du problème. On regarde pas on regarde pas ce point de vue-là, parce qu'on regarde au niveau local. On s'en fout des distances. Voilà, mais maintenant, je vais vous prouver que c'est quand même la même chose. Je vais vous prouver que c'est la même chose. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, on va mettre 7,2 newtons divisé par 4 fois 10 exposant moins 6. Voilà. Alors, c'est un champ de 1 800 000 volts par mètre. 1 million. Le champ en B. Alors, le champ dû à la charge à A sur B, je peux l'appeler tout simplement le champ en B. Hein. C'est le champ en B. Voilà. Le système, c'est voilà, la partie droite. J'ai pris le système qui est à la partie droite. Alors, ça fait 1 800 000 farads par mètre. En farads par mètre, ou en volts par mètre, c'est la même chose. Hein. Alors, bon, maintenant, la force, c'est en newton, le champ, ça peut être en newton par coulomb, ou en volts par mètre. Oui, non, ici je me suis trompé, en farad par mètre, non, je me suis trompé, non. Le farad par mètre, c'est c'est pour epsilon 0. Oui, là je racontais une bêtise. Le farad par mètre, c'est pour epsilon 0. Bon, ici, je ne sais plus ce que j'ai. Attention à ça, j'étais un peu trop vite tout à l'heure, où j'ai parlé du farad par mètre. Oui, tout à l'heure, non, j'avais bon tout à l'heure. J'ai parlé d'epsilon 0. Le farad par mètre, c'était pour epsilon 0. Parce que le champ, c'est en newton par coulomb. Hein. Newton par coulomb, on volt par mètre. Donc ici, bien sûr, je raconte une bêtise. Le farad par mètre, c'est pour epsilon 0. Donc ici, de toute façon, j'ai pas parlé de farad par mètre ici. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Là non plus. Voilà. Le farad par mètre, c'est pour epsilon 0 là. Farad par mètre. C'est pour epsilon 0. Il est en farad par mètre.
Je ne sais plus ce que j'ai parlé du phare à paramètre. Ici, à un moment donné, j'avais parlé du phare à paramètre. Mais le phare à paramètre, c'est pour... c'est pour epsilon 0. Epsilon 0 est en phare par mètre. Je ne sais plus ce que j'ai parlé de ça. À mon avis, je l'ai effacé. Mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, oui, epsilon 0, c'est en phare par mètre. Parce que ici, le champ, c'est en newton par coulomb. Ou en volt par mètre. Voilà. Ça, c'est en newton. Parce que les forces sont en newton par coulomb. Mais on peut dire que c'est en volt par mètre aussi. Donc, voilà, newton par coulomb ou en volt par mètre. Donc, il n'y a pas de phare par mètre ici. C'est pour epsilon 0 qui est en phare par mètre. Donc ici, je vais mettre soit en... Je peux le mettre en volt par mètre, c'est pas un problème. Ou en newton par coulomb. Ah. Alors, donc on a 1 800 000. Bon, là, c'est un problème. Donc, pour le mettre... Je vais mettre une échelle. Alors, 18, ça n'irait pas. 9. Je vais chercher une échelle. Hein. 1 800 000. Je vais mettre, si je mets 3 cm, si 1 800 000 égale, on va mettre 6 cm, ça veut dire que 1 cm, c'est égal à, je disais par 6. Ah, ça fait 300 000. 1 cm, c'est 300 000 volts par mètre. 1 cm, c'est 300 volts par mètre. Bon, ben, on va mettre 3. On va mettre 6 cm. Donc, ça veut dire que pour pour le système en B, le champ en B est égal à 1 800 000 volts par mètre. Bien sûr, fois U. Parce que je le prends ici, non pas la norme, mais le vecteur. Maintenant, pour avoir en A, ben, vous aurez compris que c'est la loi de l'action égale la réaction. Donc c'est 1 million moins 1 million 800 000 fois U volts par mètre. Donc il suffit de tracer 3 cm à partir de 10. Donc j'aurai un point D qui sera en 13 cm et un point en E. Enfin, ça c'est déjà E. En F. Et F sera en moins 3,0. Ah non, non, je m'excuse. L'autre, c'est pas la même chose. On n'a pas le même champ. Non, là, on n'aura pas le même champ. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes champs. Je m'excuse. Parce que c'est pas les mêmes charges. C'est pas les mêmes charges. Si on avait eu les mêmes charges, oui, mais ici, c'est pas le cas. Ouais, on n'a pas on n'a pas. Ouais, je vous avais dit que j'allais faire le calcul en deux parties. Hein. Ça, c'est le champ de A sur B. Oui, c'est le champ en B. Hein. L'autre côté, on n'a pas la même charge puisqu'on a une charge de... il était de 4. Donc il est 2 fois plus petit. La charge est 2 fois plus petite en A.
Donc, c'est 2 fois plus petite, ben, le champ sera 2 fois plus grand. Puisqu'on a F sur Q, donc il vaudra 2 fois EB. 2 fois EB. Parce que la force, c'était, je ne sais plus combien, 7,2 newtons. Voilà, 7,2 newtons, bien sûr, fois U. Le tout divisé par la charge qui est de 2 fois 10 exposant moins 6. Et là, c'est égal à, bien sûr, si vous faites ça, 7,2 divisé par 2, bah, vous allez avoir, en comparaison, oui, attention que ça, c'est la charge en A. Ouais, 2 fois EB, ça c'est bon. Donc, et ça, c'est la charge, c'est le champ en A. Donc, le champ en A, il vaut 2 fois le champ en B. Pourquoi? Parce que je peux faire une comparaison. Hein. Le champ en module, le champ en B est égal à 7,2 divisé par 4 fois 10 moins 6. Là, on trouve 1 800 000 volts par mètre. Mais maintenant, si je fais le champ en A, ben, c'est égal à 7,2 divisé par 2 fois 10 moins 6. Là, la charge, pour la même force, on a une charge 2 fois plus petite. Donc on aura 7,2 divisé par 2, c'est 3,6 fois 10 moins 6, fois 10 exposant 6, je m'excuse, volts par mètre. Et là, vous voyez bien que on a le double. Alors pourquoi on a le double? Pourquoi on a le double du champ en A? Ben, c'est parce que la charge est pour la même force, 7,2, 7,2, ben, le champ est divisé, enfin la charge est divisée par 2 ici. Donc si la charge est divisée par 2, ben, le champ est dédoublé. Le champ est dédoublé. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'aurai un vecteur, s'il est dédoublé, autant pour le représenter, autant s'il fait 3 cm de l'autre, il fera 6 cm de l'autre côté. Donc on aura pour le F 0, moins 6, 0. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le champ. Le vecteur champ, c'est le vecteur BE. Hein, et le vecteur AF pour le champ en A. Alors maintenant, je vais enlever tout ça. Alors, la grille. Je vais enlever la grille. J'enlève la grille. Ah. Alors, les axes X, je vais l'enlever. Je vais enlever l'axe Y. Alors, on a ceci. Maintenant, pour bien voir les choses, je vais enlever les forces. Alors, les forces, c'est BC. Vecteur, je vais enlever le vecteur BC pour voir uniquement les champs. Hein. Le vecteur BC, voilà. J'enlève la force, vecteur AD, et voilà. Point vecteur AD, j'enlève le point D. Et le point C. Alors, W. Ouais. Il y a un deuxième vecteur que je vais enlever, c'est le vecteur
BC il est enlevé. Voilà, ça c'est le champ. Ça c'est le champ. Bon, ici je me suis un petit peu perdu dans, dans ce que j'ai fait. On va voir ça tout de suite. Bon, je vais remettre de l'allure. Hein. Je vais tout enlever. Il reste encore un vecteur, je ne sais pas ce que c'est. C'est celui que je veux enlever, mais je ne sais pas c'est quoi ce vecteur-là. F. Bon, ça, j'en ai pas besoin, le vecteur F. Voilà. Et là, on a... Je vais aller chercher les vecteurs champ. Le champ, à gauche, c'est celui-là. Et le champ, à droite, c'est celui-là. Voilà, ça, c'est les champs. Voilà à quoi ressemble. Il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Voilà, ça, c'est le champ à gauche. Et le vecteur W, c'est le champ à droite. Donc on voit bien que le champ est 2 fois plus grand à gauche qu'à droite. Le champ est 2 fois plus grand à gauche qu'à droite. Alors, ça, c'est les vecteurs champ. Le vecteur champ est 2 fois plus grand à gauche qu'à droite. Parce que pour les mêmes forces voilà, qui agissant de A sur B ou de B sur A, pour les forces agissant en B et les forces agissant en A, qui sont les mêmes d'ailleurs, mais opposées, parce que c'est la loi de l'action et de la réaction, les charges situées en A et B ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui est 2 fois plus grande, c'est en B, donc le champ est 2 fois plus petit. Si on devait calculer en B le nombre de newtons par coulomb, mais il est beaucoup plus petit, 2 fois plus petit que le nombre de newtons par coulomb à gauche, en A. Donc c'est normal que le champ est 2 fois plus grand. Maintenant, ça c'est pour les champs. Maintenant, je vais montrer pour les forces. Là, les forces, elles sont les mêmes. Hein. Donc là, c'est le vecteur. Voilà, ça, c'est la première force. Et la seconde force, elle est là. Voilà, ça, c'est les forces. Les forces, c'est normal qu'elles sont opposées. Elles sont opposées. Ça, c'est le vecteur force. Elles sont juste opposées. Elles sont égales en normes, mais opposées dans un système de référence. Donc les forces sont égales, mais ce sont les champs qui ne sont pas les mêmes. Les champs ne sont pas les mêmes. Puisque les charges ne sont pas les mêmes. Ayant les mêmes forces, comme les charges sont distinctes, les champs, et comme on a une charge qui est 2 fois plus grande que l'autre, on aura un champ qui est 2 fois plus grand. C'est celui où on a la plus petite charge. On aura comme 2 et la moitié de 4. Donc le champ sera dédoublé là où il y a la charge de 2. Parce que c'est inversement proportionnel. On a F sur Q. Si vous divisez par 2, la charge, eh bien, le champ remonte de 2 fois. Hein. Voilà, le champ c'est F sur Q. Bon, je vous avais dit que tout à l'heure, je pouvais calculer avec... vous pouvez le calculer avec 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà. Fois Q sur R carré. Hein. Vous pouvez le calculer avec ça. Mais généralement, on ne fait pas ça comme ça. Hein. Calcul, si on a fait la dichotomie, c'est pour ne plus s'occuper de ça. Voilà. Mais on aurait pu calculer avec ça. Moi, je l'ai calculé avec F sur Q. F sur Q pour faire des bonnes comparaisons. Alors, la comparaison, justement,
la comparaison, ben, voilà, si la force en A, je calcule la force en A avec une charge qui est égale, bien sûr, la force en A en module est égale à la force en B. Voilà, les forces sont égales. Hein. La force en A est égale à la force en B. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est comme le champ en A vaut FA sur Q. Voilà, c'est le champ en A. Le champ en B, il vaut FB sur Q. Voilà. Mais maintenant, si FA égale FB, la charge en B vaut 4. On comprend que là, on a... Et que là, elle vaut 2. Ici, vaut 2. Voilà, micro par coulomb. Hein. Ça, je fais en micro par coulomb. Tous les deux, si je fais une comparaison, mais cette charge-là, elle est 4 fois plus grande. 2 fois plus grande. 4 vaut est le double de 2. Donc, ça veut dire que s'il est le double de 2, là, on a dédoublé le dénominateur, donc le champ va être divisé par 2. Donc là, on a, si vous voulez, EA est plus grand que B. EA plus grand que B. De combien de fois? 2 fois. Parce que la charge, elle est dédoublée. Et c'est ce qui se passe ici. Le champ en A, il est dédoublé. Alors ça, c'est les forces. Hein. Alors maintenant, je vais remettre les champs. Ça, ce sont les forces qui sont opposées. C'est la loi de l'action et de la réaction. Maintenant, si je m'intéresse au champ, voilà le premier champ et voilà le second champ. Vous voyez que le champ est dédoublé en A. Donc, attention, j'ai fait une petite erreur, il me semble, quand j'ai dit que, bon, le phara par mètre, c'est pour le phara par mètre, c'est pour epsilon 0. Hein. Voilà. Parce que le champ, c'est en volt par mètre ou en newton par coulomb. J'espère que j'ai pas fait cette erreur, mais je me suis entendu dire cette erreur-là. Alors, de toute façon, j'ai corrigé par après. J'ai bien mis en volt par mètre. Voilà. Et ici, en volt par mètre. Alors, ici, vous aurez remarqué que j'ai utilisé deux échelles distinctes. Hein. Voilà, ici, une échelle que voici pour les champs. Voilà. Et une échelle pour les forces. Voilà, qui est ici. Vous voyez que c'est deux échelles distinctes. Donc, quand je préfère les montrer, je préfère les montrer de manière distincte. Hein. Voilà. Et là, on voit une représentation qui permet de se dire, bon, on a 2 fois plus grand, ou égalité, etc. Par rapport à ces deux échelles différentes. L'échelle des champs et des forces, ici, c'est deux échelles différentes. Je vous remercie.